Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. Nous voyons dans ce podcast que la santé environnementale doit être abordée sous des angles multiples et qu'aucune discipline ne peut en revendiquer la paternité. De même, les acteurs et les actrices mobilisés autour de ces questions proviennent nécessairement d'horizons très variés, à l'image des personnes que nous avons la chance de recevoir chaque semaine ou chaque mois. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Nicolas Ray. Bonjour Nicolas Ray. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'Université de Genève, membre de l'Institut de santé globale, faculté de médecine, et membre de l'Institut des sciences de l'environnement, plurifacultaire. Vous dirigez la division santé humaine, animale et environnementale de l'Institut de santé globale. Pourriez-vous nous rappeler la genèse du concept de One Health ? Oui, alors le lien en fait entre santé humaine, santé animale et santé environnementale, ou souvent c'est plutôt la santé des écosystèmes, ce qu'on appelle One Health ou une seule santé, ça c'est un concept qui en fait remonte assez loin, hein, on le retrouve de ces éléments même au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec Hippocrate par exemple, un philosophe de la médecine qui met déjà en avant ce concept-là. Et donc c'est vraiment une approche qui promeut cette vision intégrée, systémique, unifiée de la santé des humains, la santé des animaux et puis de la santé principalement des écosystèmes. Et c'est vrai que même si elle a été encore plus développée dans les années 60-70, il y a eu un regain, c'est vraiment au début des années 2000 que ce concept, cette application de One Health a pris son essor avec bien sûr les épidémies de SRAS, de grippe aviaire, Ebola et puis bien sûr Covid qui ont montré vraiment l'importance d'une approche intégrée entre ces différents composants. Et puis, juste pour finir, en 2021, il y a eu cette alliance quadripartite entre 4 grandes organisations globales, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, c'est la FAO, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'OMS, et puis l'Organisation mondiale de la santé animale. Et ces 4 organisations se sont mises ensemble et ont développé un plan d'action qui pour l'instant court jusqu'en 2026 pour vraiment pouvoir mieux collaborer et avoir un plan d'action mondial qui permet cette approche One Health dans beaucoup de domaines. Alors, dans la large palette de vos travaux, l'une des focales est la santé des femmes enceintes, notamment dans le sud global. Vous avez participé, ou vous participez, vous allez nous dire, à un projet de l'ONU sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Donc depuis 6 ans maintenant, on collabore avec le Fonds des Nations Unies pour la population, on appelle le FNUAP, ou UNFPA en anglais. Et dans ce Fonds des Nations Unies, ils ont un grand programme autour de la santé maternelle, et particulièrement pour essayer de diminuer la mortalité maternelle qui est très élevée dans beaucoup de pays, alors surtout en Afrique subsaharienne et dans certains pays d'Asie. Et notre rôle en fait dans ce grand projet, c'est d'apporter des méthodologies basées sur les données géographiques, géospatiales, parce qu'on va en parler après, qui est vraiment la spécialité de mon groupe de recherche. On essaye de répondre à des questions autour de la santé humaine et aussi de One Health en appliquant au mieux ces méthodes géospatiales, la géographie de la santé, pour aider les pays et souvent les ministères de la santé à mieux planifier leurs ressources. Et dans ce cadre des maternités, on a mis en place une méthodologie qui permet de prioriser un certain nombre de maternités qui sont bien placées dans le pays. Par bien placées, on entend qu'un maximum de femmes puissent les atteindre en moins de 2 heures de déplacement. C'est notre norme que l'on utilise. Et donc, c'est principalement les maternités qui peuvent offrir les SONU, donc ces soins obstétricaux et néonatales d'urgence. Donc lorsque les femmes ont des complications liées à leur grossesse, il faut qu'elles puissent atteindre rapidement ces maternités. Et là, le rôle de la géographie, le rôle de la localisation de ces maternités, des contraintes de mouvement est extrêmement importante. Et c'est dans ce cadre-là qu'on participe à les aider. On a déjà travaillé dans 14 pays au niveau national pour renforcer ces réseaux de maternité.
l'une des autres grandes thématiques sur lesquelles vous êtes intervenu, sur lesquelles vous intervenez, notamment dans les pays du Sud, c'est les morsures de serpents. Alors, sur de tels sujets, on pourrait peut-être voir une tension entre la préservation de la biodiversité et la santé des populations. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer sur ces tensions potentielles et peut-être des pistes pour faire cohabiter les deux? Oui, alors ce projet Morsure de serpent qu'on a terminé en fait en 2022, c'était un projet de 4 ans financé par le Fonds national suisse. Et c'était un magnifique projet interdisciplinaire. Juste il faut juste que je donne juste quelques éléments sur cette envenimation par morsure de serpent, parce que c'est vrai que c'est un sujet de santé publique qui est souvent assez méconnu, mais les envenimations par morsure de serpent tuent plus de 140 000 personnes par année dans le monde, avec en plus 500 000 handicapés sévères après ces envenimations qui souvent doivent être amputés ou ont d'autres problèmes physiques. Et le grand problème de cette problématique de santé publique, c'est que les antivenins, qui sont vraiment les seuls remèdes pour sauver les personnes souvent qui sont envenimées, sont très chers à produire. Il y en a pas suffisamment en quantité, et donc il faut pouvoir les positionner au bon endroit. Et de nouveau, la même chose que pour nos maternités, là aussi la géographie vient nous aider à positionner, à mieux comprendre comment optimiser ces positionnements d'antivenins. Alors c'est vrai qu'il y a en plus une composante de conservation des espèces de serpents, qui sont des animaux qui sont très importants dans les écosystèmes, des prédateurs qui participent bien sûr à l'équilibre de l'écosystème. Il y a bien sûr des pertes d'espèces de serpents. Alors, sont souvent liées bien sûr à la destruction des habitats, mais également par un commerce international de certaines espèces qui sont utilisées comme animaux de compagnie, et puis aussi surtout pour leur peau, qui sont utilisées en maroquinerie. Donc, il y a aussi une pression sur certaines de ces espèces. Maintenant, c'est vrai que notre grand projet qu'on a eu donc au Népal et au Cameroun, qu'on peut qualifier d'un projet One Health, qui s'est vraiment concentré sur expliquer non seulement l'épidémiologie des morsures sur les humains, mais aussi sur les animaux. C'est la première fois que ça se faisait. Les morsures de serpent tuent beaucoup d'animaux, ce qui a un impact bien sûr sur les ménages et parce que ça peut coûter très cher de perdre des animaux de rente. Et puis un aspect économique aussi. On avait prévu un aspect un peu plus environnemental, dans le sens qu'on voulait essayer de modéliser comment est-ce que les changements climatiques, la perte des habitats allaient modifier le contact entre serpents et humains et animaux, et donc l'épidémiologie de ces morsures. On n'a pas eu le temps de le faire dans ce projet-là, mais on le prévoit dans d'autres projets. Alors je dirais que en fait la conservation, c'est vrai, des serpents, voilà, les auditeurs pourraient se demander, c'est vrai, est-ce qu'on tue beaucoup les serpents parce qu'ils mordent les gens? Alors en fait c'est relativement anecdotique, ça se passe bien sûr. Les personnes qui se font mordre dans certains types dans certains pays essayent de tuer le serpent pour l'amener à l'hôpital, parce qu'ils savent que voilà, s'ils reconnaissent le serpent à l'hôpital, ils ont plus de chances de pouvoir être sauvés. Mais je dirais que c'est pas ce prélèvement d'individus qui va modifier la conservation de ces espèces. C'est vraiment la conservation des habitats. Donc là, ça rejoint, je dirais, les problématiques de conservation plus larges, bien sûr, de conservation des habitats naturels dans beaucoup de pays. Mais c'est vrai que voilà, on peut y voir une certaine tension, et je crois que ce cadre One Health, il permet justement d'aborder cette santé environnementale des écosystèmes et des humains et des animaux dans un cadre unique et intéressant. Donc, on parle de ce cadre unificateur de One Health. Vous avez parlé à plusieurs reprises de données géolocalisées, de données géospatiales. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Peut-être un exemple vous en avez déjà un peu parlé, mais quel éclairage supplémentaire finalement ça peut apporter par rapport à des études qui n'en utiliseraient pas? Oui, alors bien sûr, pour nous, c'est bien plus qu'un éclairage. C'est vraiment les données principales qui nous permettent de répondre à beaucoup de questions programmatiques qu'ont les ministères de la Santé et d'autres partenaires. Si je reviens à l'exemple de notre accès aux maternités, pour arriver à répondre à la question où est-ce que des maternités d'urgence devraient être placées dans un pays pour maximiser le nombre de femmes qui peuvent atteindre la maternité la plus proche, il faut beaucoup de ce qu'on appelle de couches d'informations géographiques différentes. Il faut qu'on puisse connaître
bien sûr où se trouvent les barrières au mouvement, par exemple le réseau des rivières, qui lorsqu'il n'y a pas de pont est une véritable barrière, l'occupation du sol quand on a des forêts, quand on a différents environnements qu'on peut pas traverser, et puis les facilitateurs du mouvement, ça c'est le réseau des routes qui permet d'aller plus rapidement, bien sûr aux soins si on a accès à un véhicule motorisé. Et puis on a aussi bien sûr besoin de savoir la distribution géographique de la population. On ne peut pas simplement avoir des données de recensement au niveau des districts, des régions. Il nous faut vraiment à haute résolution où est-ce que les gens habitent, comment est-ce qu'ils sont répartis, où sont les villages, où sont les maisons, pour arriver à calculer, à modéliser de manière fine ces déplacements qu'on calcule à partir du temps de déplacement, pas seulement de la distance comme c'est souvent fait. On utilise souvent encore la distance à vol d'oiseau, la distance en ligne droite pour avoir une idée de l'accès, mais en fait c'est très faussé. Le paysage, les contraintes, comme je vous ai dit, peuvent changer complètement cet accès lorsqu'on réfléchit avec un temps de déplacement. C'est ça qu'on essaye de faire. Et pour ça, la géographie est extrêmement importante. Puis finalement, bien sûr, il faut connaître la localisation géographique, les données GPS, les coordonnées GPS de nos centres de santé. Et dans la vingtaine de pays où je suis allé en Afrique, pas un seul pays, quand on est arrivé, a pu me donner en fait l'entièreté des coordonnées géographiques de leur système de santé. C'est encore quelque chose qui, alors c'est bien sûr ça s'améliore petit à petit, mais ça fait plusieurs années déjà que les pays se rendent compte de l'importance de ces données géographiques et qui mettent en place ce qu'il faut maintenant pour récolter ces données qui sont absolument clés dans les modélisations que l'on fait. Donc là, on a parlé de santé humaine, animale, environnementale, vous parlez de géographie, de santé. Vous travaillez souvent à la croisée des chemins disciplinaires. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment on peut faire de l'interdisciplinaire? Parce que il semble que ça fait partie de ces injonctions qu'on clame un peu à droite à gauche, qui sont peut-être des fois plus difficiles à faire. Donc est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ou deux très concret de comment vous faites l'interdisciplinaire? Oui, alors je vais vous donner deux exemples. Le premier, je reviens sur notre projet sur les morsures de serpents, qui était, je pense, vraiment un projet extrêmement interdisciplinaire. On avait dans le groupe de pilotage les HUG avec nous, donc deux médecins qui sont spécialistes aussi en santé tropicale et en morsures de serpents. Donc on avait là tout l'aspect, je dirais aussi épidémiologique et puis vraiment médical. On avait des géographes de la santé, on avait des vétérinaires avec nous qui ont regardé la santé animale. On avait une économiste qui a permis de faire vraiment l'étude économique de cette épidémiologie. On avait des écologues qui ont regardé aussi les habitats et qui se sont penchés sur plus l'aspect environnemental de ce projet. Donc là, on avait vraiment un sujet One Health où la composante humaine animale était très forte, la composante environnementale un peu moins, mais c'était vraiment très interdisciplinaire. Alors comment est-ce que ça peut bien fonctionner? Je crois que la première chose, c'est qu'évidemment on trouve les bonnes personnes, et puis qu'on prenne tous, c'est ce qu'on a fait au début, un peu de temps pour comprendre le vocabulaire un peu de ces différentes disciplines, pour lire un peu des articles clés, pour échanger beaucoup, pour mieux se comprendre, pour avoir vraiment un vocabulaire commun. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, je pense que, alors ça peut paraître trivial, mais pour faire de la bonne interdisciplinarité dans un projet, il faut être avec des gens sympathiques, avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie d'échanger, on a du plaisir à travailler. Et ça, c'est extrêmement important, au-delà de l'interdisciplinarité, mais de vraiment choisir les bonnes personnes. On n'a pas assez de temps pour travailler avec des gens pénibles, donc il faut vraiment trouver ces bonnes personnes. Et là, ça a extrêmement bien fonctionné. Et puis, je vous donne un deuxième exemple qui est en cours ici. On essaye de comprendre, c'est relié à la santé maternelle, comment est-ce que l'impact des événements météorologiques extrêmes, et on est en train de regarder par exemple les événements de précipitation extrêmes dans des pays d'Afrique subsaharienne, mais également la température forte, donc vraiment des zones de chaleur aussi. Comment est-ce que ces événements impactent sur le choix des femmes de décider de rester accoucher à la maison ou bien d'aller accoucher dans une maternité? Et on est en train de faire ça sur 14 pays avec une approche économétrique. Donc c'est un économiste qui fait ça. Mais on a bien sûr tout l'aspect santé maternelle et puis l'aspect climatique. Donc là, on doit demander aussi à nos collègues climatologues quelles données utiliser.
Et voilà, ça va. Et on a déjà des résultats préliminaires qui nous montrent on peut montrer un impact lorsqu'il y a plusieurs jours de pluie à la suite. Les femmes plutôt décident de rester à la maison. Et malheureusement, quand il y a des complications, ça peut participer à une plus forte mortalité maternelle. Ça, c'est un autre exemple aussi où tout d'un coup on a eu une idée de ces événements. Ça n'avait jamais été fait de la sorte, et puis on a pu trouver les bonnes personnes et puis se lancer dans ce projet. Alors, je vous ai demandé d'apporter un objet. Est-ce que vous pourriez le décrire brièvement et nous dire pourquoi vous l'avez apporté ? Oui, alors j'ai apporté un petit coquillage blanc que j'ai ramené en fait le week-end dernier. Je suis rentré de 2 semaines de Guinée-Bissau, donc petit pays en Afrique de l'Ouest, où on a passé 2 semaines pour enseigner justement au ministère de la Santé et à d'autres partenaires les systèmes d'information géographique, donc ce qui permet de manipuler et d'utiliser ces données géospatiales, et puis aussi le logiciel qu'on utilise pour faire cette modélisation. Et j'ai eu la chance pendant ces 2 semaines de passer pendant le week-end 2 jours sur une île dans l'archipel des Bijagos, qui est au large de Bissau, la capitale. Et cet archipel, c'est l'archipel le plus poissonneux au monde. C'est un archipel magnifique où il y a des mangroves, où il y a des forêts primaires. C'est vraiment un environnement exceptionnel du point de vue richesse faunistique et floristique. Et puis c'est vrai qu'on était sur cette île dans un pays qui est quand même un des pays les plus pauvres du monde, avec des challenges en santé publique qui sont énormes. Il y a des challenges de gouvernance surtout qui sont énormes. Donc on avait d'un côté beaucoup de choses sont à faire du point de vue de la santé publique et surtout par rapport à la santé des femmes. Et puis d'un autre côté, un environnement exceptionnel avec des ressources exceptionnelles qui attirent aussi beaucoup de pêcheurs du monde entier. Et donc ma réflexion, voilà, c'est ça que je voulais juste partager avec cet objet, c'était d'être dans un endroit où on avait des ressources exceptionnelles, avec un pays qui pourrait les exploiter, mais d'une façon correcte, éco-responsable. Ils le font partiellement, mais il y a beaucoup de surpêche également. Et puis voilà, comment ce pays qui va se développer, bien sûr, probablement, et qui va pouvoir avoir une gouvernance meilleure, on espère, comment est-ce qu'elle arrivera à maintenir cet écosystème unique? Est-ce qu'elle arrivera à exploiter au mieux cet écosystème unique? Et donc j'avais cette ambivalence, voilà, entre un magnifique endroit du point de vue environnemental, mais du point de vue de la santé, où il y a beaucoup de challenges. Je voulais, voilà, ce coquillage-là est le symbole de tous mes réflexions des 2 dernières semaines. Merci Nicolas Ray. Merci. C'était Santé Environnement, le podcast qui lie pour vous les mondes de la santé et de l'environnement.